Mais attends, mais normalement, il n'y a jamais de soleil, c'est la première fois, gros. Ça m'éblouit, mec. Non, mais c'est bugué. C'était un bug, je pense. Ouais. Je me suis dû me réveiller trop tôt, frère, j'ai pas dormi, c'est pas possible. Pourtant, on s'est levé tard un peu. Non, tu t'es levé tard de fou. T'es un enculé, gros. Je me suis réveillé à 17h, tu t'es réveillé à 17h30, arrête. Je me suis levé à 17h, tu t'es levé à 17h45. Non, mec, 17h45, 17h30, tu t'es levé, c'est déjà raison de m'oublier tranquille. Bref. Resort World, là où on ne va pas aller, parce qu'on va au Win, et je sais pas où il est. Il est pas là, il est là. Il est là, waouh. Pow. Encore. Eh, on y va encore ou quoi? Vous l'avez vu dans le titre, dans ce vlog, les choses ne se sont pas très bien passées. Honnêtement, c'est un vlog que j'aurais préféré ne pas montrer, où on préfère un peu les oublier, les laisser à la poubelle, et se dire, ok, on repart sur de nouvelles bases. J'ai été assez faible mentalement, j'étais pas dans un bon état, mais c'est le but du challenge, de vous montrer les sessions, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, et en fait, en revoyant la session, et en me replongeant dedans, je me suis rendu compte qu'elle était hyper intéressante, que c'était peut-être le vlog le plus intéressant. Peut-être qu'en fait, montrer une session qui s'est mal passée, ou mentalement ça s'est mal passé, et ben c'est peut-être ce qui peut le plus apporter à certains d'entre vous. Et donc je suis très content de faire cet épisode. Forcément les haters vont se régaler, mais je pense que la plupart d'entre vous vont pouvoir en tirer beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses. Et donc on est parti. J'arrive au casino et les tables sont vraiment pas mal. Et directement quand j'arrive en 1-3, ma table est magnifique. J'arrive littéralement à la première main, j'ai même pas le temps de poser mes jetons, et j'ai As-Dame off au cut-off. Il y a une option à 6, le joueur en milieu de position call, je relance à 30$, bouton et MP call. Ces deux dernières sessions, j'ai joué exclusivement en 2-5, et ça faisait longtemps que j'avais pas pu relancer pré-flop et être payé par plein de joueurs comme ça. Et je me rends vraiment compte que les profils sont juste trop beaux, que les mecs ont quand même pas mal de sous devant eux, et voilà, dès que j'arrive, je relance très cher, ça paye pré-flop, enfin bref, une belle table, une classique de 1-3. On se retrouve à 3 joueurs sur un flop Dame 6-5 avec un tirage couleur, et je décide de miser 65$ en value car c'est un board assez connecté, le bouton fold, le joueur en milieu de position call, et on se retrouve en heads up sur la turn qui est un 8. Plutôt une bonne carte, ça fait rentrer des paires plus draws, des mains comme 7 et 8, 8 et 9, et je décide de faire tapis pour les 180$ qui lui restent, et il décide de fold. Directement, dès la première main, on monte 150$ sur ce spot, et après ça, j'ai seulement le temps de jouer 2-3 coups, et on m'appelle pour aller sur la 2-5. Et malheureusement, sur la 2-5, ma table n'est pas très belle. C'est principalement des joueurs réguliers, il y a 1 ou 2 joueurs récréatifs, mais la plupart des joueurs, c'est des joueurs réguliers, un peu récréatifs, genre des mecs qui jouent très solide, très tight, qui font pas n'importe quoi, mais qui n'ont pas une connaissance très approfondie du jeu. J'arrive avec la première main, j'ai Dame 18 au hijack, je relance à 20$. Il y a le joueur en small blind qui me relance à 60$. C'est typiquement ce genre de profil, un mec assez serré, assez solide, et donc quand il fait ça, je sais qu'il a des mains comme As-Roi, peut-être As-Dame suité à la limite, et des mains comme paire de valet et plus. Je décide de call, simplement parce que si je touche une double paire, une quinte, une couleur, je vais pouvoir prendre pas mal d'argent à la partie haute de sa range, et ce qui est cool, c'est que si je touche pas, je vais très souvent pouvoir voler le coup quand il va avoir As-Roi en fait. En fait, dans cette configuration, As-Roi, ça représente plus de 50% de ses mains, et s'il n'y a pas un As ou un Roi sur le flop, ça va être très facile pour moi de voler le coup. On tombe sur un flop 4-7-3 avec un tirage couleur, c'est parfait. Il décide de checker. Quand il check ici, pour moi, il y a 2 types de mains. Il y a des mains potentiellement comme As-As-Roi-Roi, qui pourraient jouer en check pour me trap et ensuite me raise, et il y a des mains comme As-Roi qui vont plutôt facilement abandonner, en tout cas face à plus de pression. Je décide de miser 50$ au flop. L'idée, c'est que s'il a une main vraiment forte, qu'il me relance, et s'il a un As-Roi qu'il décide de call, je mise 50$, il call, turn tombe un valet qui rentre la couleur, il check, et ici directement je décide de bluff, et je mise 220$, et assez rapidement il fold. Voilà, on ouvre les hostilités avec des petits coups comme ça, une main suivante j'ai Roi 7 suité au cut-off, il y a le joueur en milieu de position qui relance à 20$. C'est un joueur que j'ai vu relancer de 25 à 40$ plusieurs fois et donc j'interprète ça comme de la faiblesse. Le joueur au hijack call et je décide de relancer à 90$. Au final, les deux me call, ce qui me surprend pas mal, et on se retrouve à 3 sur un flop 5-5-2. Les deux check, et ici je décide de check. Pour moi, le joueur en milieu de position, quand il ouvre pas cher et qu'il call une relance, c'est très souvent des mains comme 6-6, 7-7, 4-4, 3-3, et donc des mains qui ne vont pas trop fold au flop. Ils ont aussi dans leur range pas mal de mains comme As-Valet, As-Dame, et encore une fois, je trouve que c'est difficile de les faire fold dès le flop, et donc je préfère checker, et ensuite voler le coup à la turn s'il continue à représenter de la faiblesse. En plus de ça, c'est un board où je n'ai besoin d'aucune protection, et donc quand je check, je représente pas forcément une main faible, je représente plutôt une main qui a de la showdown, ou alors un trap avec des overpairs.
turn tombe un 9 qui ouvre un tirage couleur, les deux checks, et ici je me dis qu'il y a effectivement pas mal de mains comme 6, 6, 7, 7, 4, 4, 3, 3, pas mal de mains comme As, Roi, As, Dame potentiellement, et donc je décide de miser 115 $ en bluff, dans le plan de bluffer en 2 streets, c'est-à-dire de miser sur la river. Le joueur en milieu de position call, le joueur au hijack fold, on se retrouve en heads up sur la turn qui est un 10, il check, et ici, comme je l'ai dit plus tôt, il y a pas mal de As-Dame, As-Roi, même si lui je pense que As-Roi il aurait relancé plus cher préflop. Encore une fois, c'est juste une observation en quelques minutes, donc c'est pas exact, mais il a aussi pas mal de mains comme 6-6-7-7, qu'il va être un peu obligé de fold sur la river, et donc je mise 245 $, il hésite un bon petit moment quand même, et il finit par fold. Ok, ça vient à peine de commencer, et on a déjà monté 400-500 $ sur la 2-5, et en plus de ça, avec les petits coups d'un 3, on doit être up de 600-650 $ sur la session, donc vraiment plutôt pas mal. Main suivante, magnifique, j'étais pas mal actif, et je reçois une paire de rois en milieu de position. Je relance à 20 $. Le cutoff, qui est un joueur régulier, un joueur assez compétent, me relance à 60 $. Il y a une joueuse récréative très serrée au bouton qui décide de call, ce qui est assez surprenant, ce qui représente plutôt des mains comme As-Roi, paire de dames, et donc je décide de sur-relancer à 250 $. Il y a le joueur au cutoff qui call, et la joueuse au bouton qui décide de fold. On se retrouve en heads up sur un flop 10-5-2. Je décide de miser 200 $ en value, assez rapidement il décide de call, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Turn tombe un 9, et ici sa range c'est paire de dames, paire de valets, As-Roi, et potentiellement une paire d'As en trap, ça peut arriver une partie du temps. Quoi qu'il en soit, je domine le cœur de sa range, je domine le cœur de la range qui va me call, et donc j'ai un bet en value assez facile. C'est un peu chiant parce que quand je mise, il va fold As-Roi, et en même temps, je vois pas trop de line pour prendre plus à As-Roi. La seule option peut-être, ça serait de miser très petit, mais en même temps, j'ai quand même besoin de protection ici, donc je peux pas non plus me le permettre. Il nous reste 1300 $ derrière, et donc je décide de miser 450 $ en value. Et il décide de fold très rapidement, donc très probablement As-Roi. Bref, on monte pas mal de sous, que ça soit en bluff, que ça soit en value, le début commence vraiment bien. Mais malgré tout, je me rends compte que ma table elle est pas folle, y a pas beaucoup d'action. Ok, j'arrive à prendre des spots en bluff, ok, les mecs sont assez honnêtes, mais c'est quand même plus compliqué parce que même un joueur très serré, il fold pas 100% de ses mains quand on est en bluff. Il va fold peut-être 50, 60, 70% dans un bon scénario. Mais les cas où les mecs fold 100%, ça n'arrive jamais. Ils ont toujours des mains très fortes pour se défendre. Et aussi le problème c'est qu'il y a une question d'image. Quand je mets mes 3-4 premiers bluffs, ils passent bien sur la table, mais au bout d'un moment, les mecs commencent à comprendre que je suis un joueur agressif. Et ça nous rentre dans des configurations où finalement, est-ce que sur ces tables-là, on peut vraiment faire beaucoup d'argent? Typiquement, les tables de 5-10 c'était comme ça. Je trouve que les joueurs étaient quand même assez serrés, assez honnêtes, en tout cas par rapport à des limites équivalentes online, et ça m'allait de prendre des spots en bluff, qui était juste légèrement rentable sur de la 10-20. Parce que les pots en général font 500-600 $, et donc très vite ça fait beaucoup d'argent de voler des petits pots par-ci par-là. Mais là sur une 2-5, où très souvent je relance 15 $ préflop, qu'il y a un ou deux joueurs qui call, que les pots font 50 $, ouais c'est pas terrible. Et donc je décide de changer de table, d'aller vraiment essayer de choper des belles tables, parce que je sais qu'en 2-5, il y a des tables où ça en fout partout, et donc je vais un peu à la recherche de ça, je regarde les profils, je regarde la tête des gens, et je demande à changer de table pour essayer d'en trouver une qui ressemble un peu à la 1-3. Et donc j'arrive sur ma nouvelle table, j'ai As de suité au hijack, il y a le joueur en milieu de position qui limp, donc qui est un joueur récréatif, ce qui est plutôt bon signe, je relance à 25 $, le joueur en milieu de position call, et on se retrouve en heads up sur un flop valet 9-4 avec un tirage couleur. Il check, je décide de miser 20 $, et assez rapidement, il me relance à 45 $. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça peut représenter beaucoup de tirages, qui bloquent un peu l'action, et de transformer en bluff, qui veulent pas vraiment subir l'agression et qui jouent agressivement, notamment sur ce flop où il y a plein de tirages comme Dame 10, 10 et 8, 10 et 7, enfin bref, les tirages couleurs, les rois dames, enfin bref, il y a une flopée de tirages possibles, et pour autant il a pas énormément de mains en value avec lesquelles il voudrait faire ça, parce que il n'a pas de mains comme As-Valet, Roi-Valet, je pense quand même qu'il les aurait relancés pré-flop, il a des mains comme 4-4, 9-9 il l'aurait relancé pré-flop, il a pas de mains comme 9 et 4, Valet 4, c'est beaucoup trop large, et donc il a juste Valet 9. Est-ce qu'avec Valet 9, quand il bloque autant le board, il a envie de relancer? Pas tellement, et donc en fait, sa relance, elle représente vraiment pas grand chose. Et donc je décide de faire quelque chose d'assez intéressant, je décide de sur-relancer en value. C'est-à-dire que j'ai haute-race, mais au final, les mains qui vont me call, je les domine. Et pour autant, je peux potentiellement faire fold des mains qui raise un peu en panique, des mains comme 6-6-7-7, qui ont un peu peur de subir de l'agression et qui raise en panique, et qui vont justement fold contre ma relance. En plus de ça, je vais avoir une bonne lisibilité sur sa range, ça sera très facile de manœuvrer. Si effectivement il a une main forte, il me reviendra sûrement dessus. Enfin bref, j'aime vraiment bien cette line.
je relance 125 $, il décide de call, et turn tombe un 5 de pique. Malheureusement ça rentre toutes les couleurs. Il check et je peux pas bluff dessus. Je peux juste espérer gagner contre Dame 10, 10 et 8. Je check, river tombe un 7, il check. C'est aussi une carte chiante parce que ça fait encore rentrer 10 et 8. Et pour autant, je peux pas vraiment bluff là-dessus, ça va être très difficile de faire fold quoi que ce soit. Et donc je décide de encore checker, et malheureusement, il retourne 10 et 8. Après ça, je continue à être dans des dynamiques assez agressives. En fait, ce qu'il faut savoir quand on attaque une limite, c'est très important de tester les joueurs, de vraiment voir ce qui se passe sur la table. C'est pour ça que j'aime bien être très agressif, vraiment pousser le truc un peu trop loin pour voir jusqu'à où ils se défendent, où sont leurs limites. C'est vraiment pareil, que ça soit online ou en live, quand j'arrive dans des nouveaux environnements, je vais beaucoup call, je vais beaucoup bluff, je vais vraiment vouloir un peu tester les joueurs, voir comment ils jouent, voir comment ils se défendent, et après ça, je vais plus ajuster et affiner mon jeu. Et donc main suivante, j'ai une paire de 2 en grosse blinde, il y a le joueur au cut-off qui open à 20 $, le joueur au bouton relance à 75 $, c'est un joueur qui est quand même assez actif, et donc je décide de faire un call 4 bet, c'est-à-dire de le surrelancer à 210 $. Théoriquement, c'est pas du tout un combo qu'on va prendre, mais ce qui est très intéressant ici, c'est que paire de 2, ça a un très gros avantage. Ce qui est cool, c'est que, en général, les mecs, quand ils vont avoir paire d'as, paire de roi, ils vont imaginer assez peu de bluff, et ils vont très souvent revenir dessus en value. Donc on va être call majoritairement par des mains comme as-roi, par des mains comme dame-dame, valet-valet. C'est des mains contre lesquelles ça va être très facile de manœuvrer. En général, les joueurs avec As-Roi, ils aiment pas transformer en bluff, ils vont souvent aller jusqu'à l'abattage, et donc si ça tombe un flop sans As, sans Roi, je pourrais aller tranquillement à l'abattage et gagner contre ces mains-là. Et c'est pour ça que j'aime vraiment bien ce combo en fait. C'est qu'on va faire fold plein de mains qui vont avoir énormément d'équité contre nous. En même temps, on va toujours avoir 20% d'équité contre Dame-Dame, Valet-Valet. Et même contre As-Roi, s'il tombe des flops Roi 7-2, on va prendre une tonne, surtout qu'on joue très deep, on a plus de 1700 $ devant nous. Et pour autant, quand l'As ou le Roi va pas tomber, on va pouvoir aller à l'abattage tranquillement. Enfin bref, tout ça, ça fait que c'est une main qui est vraiment très bonne pour moi à call 4 bet. C'est pour ça que je prends ce spot. Au final, les deux joueurs fold, et je retourne à un 2 pour les embêter et commencer à créer une petite dynamique. Et vous allez voir que je vais pas m'arrêter là, je vais vraiment continuer à être très agressif. Main suivante, j'ai 8 et 7 en milieu de position. Le joueur UTG call, je relance à 25 $, il call et on se retrouve en heads up sur un flop As-Roi-7, avec un tirage couleur. Il check, je décide de miser 20 $ pour deny de l'équité et directement faire fold des mains qui ont des cartes vivantes contre moi. En plus de ça, j'aurais potentiellement un bon combo à transformer en bluff et qu'il n'a aucune main comme As-Roi parce qu'il l'aurait relancé pré-flop, ni As-As-Roi-Roi, et donc je pourrais mettre beaucoup de pression potentiellement par la suite. Il call, turn tombe un 5 qui ouvre un double tirage couleur, il check, et ici j'hésite à bluff ou ne pas bluff. Le seul problème du bluff, c'est que c'est un board où il y a énormément de tirages, et je pourrais aviser et bluff potentiellement sur la river. Au final, river tombe un 9, il décide de miser 25 $. Quand il mise 25 $ là-dessus, ça représente vraiment beaucoup de faiblesse. Ça représente souvent un as très faible ou un roi, je décide de relancer à 115 $. Pour justement faire fold des as faibles ou des rois. Je suis pas sûr de les faire fold, je sais pas. Mais j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir justement. Je vois que quand je suis en value, ou même globalement quand je suis observateur dans des coups où je ne suis pas, que tout le monde fold tout le temps dans tous les coups. Et les fréquences de fold sont énormes, donc j'ai vraiment envie d'essayer de voir qu'est-ce que les mecs fold, qu'est-ce que les mecs call, est-ce que je peux vraiment abuser des bluffs. Et donc je décide d'essayer, je relance 115 $, le mec lâche un petit rire en détente et fold un roi. Je lui demande s'il veut voir, il me dit que oui, et donc je lui montre ma main. Ce qui est intéressant ici, c'est que je représente rien du tout, genre je représente vraiment pas de main forte qui vont check back sur un board avec un double tirage couleur où j'ai besoin de protection. Et c'est typiquement des spots que en 1-3 je n'irai pas bluff. Parce que je sais que les mecs ils vont se dire non mais ça rep rien, qu'ils vont chauffer et qu'ils vont call. Et je me rends vraiment compte que la 2-5 c'est une limite complètement différente. Le jeu à avoir en 2-5 n'est pas du tout le même. Faut vraiment beaucoup plus jouer avec comment les mecs réfléchissent. Et là en fait, je trouve que les mecs sont pas très intelligents. Ils sont juste neat, ils sont juste tight. C'est des joueurs très serrés, mais c'est pas des joueurs intelligents. Là, typiquement, pour moi, c'est un manque d'intelligence de fold ce spot où je représente pas grand chose. Enfin bref, malgré tout, je m'amuse assez bien, je cale pas mal de bluffs. Honnêtement, c'est assez agréable. Même si c'est pas ce que je préfère, ça reste quand même assez agréable. Et après ça, je décide d'aller respirer un petit coup et je vais en break. Un petit dinner break. Ça fait plaisir. Allez, de retour à la table, de retour à la guerre, de retour au combat, j'ai roi-dame en grosse blinde. Il y a le joueur au hijack qui relance à 20 $, le joueur en small blind call, et je décide de prendre le spot de squeeze, et je relance à 110 $.
le joueur hijack call, le joueur en small blind fold, et on se retrouve en heads up sur un flop 8-5-4 monocolore. Le joueur en face, c'est un joueur pro français qui m'a franchement l'air assez bon, il bluffe pas mal, il call beaucoup. Enfin bref, c'est pas les profils les plus agréables à jouer. Donc contre lui, je pense que je vais faire, c'est que je vais juste jouer assez théorique en attendant d'avoir plus d'informations. Ici, c'est un flop où je vais miser vraiment avec une très faible fréquence théoriquement. Avec ma main, je décide juste de checker. Face à mon check, il décide de miser 85$. J'ai un call dans tous les cas qui est assez facile, je call. Turn tombe la doublette du 5, je check. Il décide de check. River tombe un 7. Évidemment, j'ai un très bon combo de bluff parce que ma main va gagner très peu à l'abattage et j'ai aussi un bloqueur sur les couleurs. Maintenant, il faut juste réfléchir à la taille de la mise. Et théoriquement, c'est assez simple. On part toujours des mains en value et ensuite on choisit le même sizing avec les bluffs globalement. Et donc ici, si j'ai une paire d'as, une paire de rois, je vais juste avoir des petites tailles de mise parce que je n'ai pas un vrai avantage de nuts ici, je n'ai pas un avantage de main forte, je n'ai pas un avantage de main très forte là-dessus. Et donc avec mes mains moyennement fortes, je vais vouloir miser autour de 20 à 30% du pot. Et donc je décide de faire pareil avec mes bluffs pour que ma stratégie globale soit cohérente. Donc je décide de miser 100$, ce qui je pense est vraiment un bon play ici, ça ferait aucun sens de miser très cher. Et il décide de payer avec 8 et 9. Je pense que son call est assez ok et je pense que l'un comme l'autre, on n'avait pas d'autre manière de jouer ce coup. Main suivante, encore un beau roi dame, il y a le joueur en milieu de position qui relance à 20$, je relance à 65$, et il y a le joueur en small blind qui décide de call. Le joueur en milieu de position décide aussi de call, et on se retrouve à 3 joueurs sur un flop As-8-7 avec un tirage couleur. Les deux check. Le joueur en milieu de position m'inquiète pas trop, c'est plutôt le joueur en small blind, parce qu'il peut avoir des mains comme As-Roi, aussi As-Dame suité, As-Valet, et des mains comme paire de valet, paire de 10, même si je pense qu'avec As-Roi, il me serait souvent revenu dessus. Par contre, l'autre, il a une range qui est quand même plus large, il a plus de paires faibles, et donc il va avoir plus de mal à défendre. Quoi qu'il en soit, c'est deux joueurs qui sont assez serrés, assez conservateurs, et donc directement, je décide de partir en bluff. Je mise 80$ au flop, le joueur en small blind call et le joueur en milieu de position fold. Turn tombe un 2, il check. Ici, pour moi, sa range, c'est souvent peut-être dame-dame valet, même si je pense qu'une partie du temps, il le fold au flop. Mais par contre, il y a pas mal de combos comme As-Dame, As-Valet. Et donc je décide de miser pour faire fold ces mains-là. Je sais que ça peut paraître assez particulier, hein. Franchement, si en 1-3 je vous dis les gars, je vais miser à la turn pour faire fold des top pairs, jetez-moi des cailloux, vous avez le droit. Mais là vraiment les joueurs sont trop particuliers, il y a vraiment des joueurs qui sont ultra conservateurs, qui foldent des trucs de mutants, et moi tant que j'ai pas de réponse de leur part, tant qu'ils se défendent pas un minimum, ces joueurs-là, je vais vraiment continuer à bluff, pression, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils me montrent qu'ils sont capables de se défendre. Au final, il hésite un très long moment et il finit par fold. Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il avait. Et ça m'étonnerait vraiment pas une main comme As-Dame, As-Valet, As-10 suité. Je pense qu'avec une paire de valets et une paire de dames, il aurait fold quand même un peu plus rapidement. Après ça, une place se libère à gauche des spots de la table et donc je décide de changer de table pour aller m'asseoir auprès du joueur récréatif. Je me rends quand même compte que cette table-là, elle est plutôt pas mal. La table est vraiment plus belle que ma dernière table. Ça reste moins fou, je pense, en termes de taux horaire que de la 1-3, parce que la 1-3, c'est vraiment la jungle. C'est vraiment le mec qui sort de boîte, qui n'a jamais joué au poker de sa vie. Il va s'asseoir sur de la 1-3. Et donc je pense que le mieux à faire, c'est 1-3, 5-10. Je pense que la 2-5, c'est la limite un peu bâtarde entre les deux, qui est pas forcément folle. Enfin bref, quoi qu'il en soit, la session se passe assez bien. Je pense qu'il y a pas mal de runs, hein, parce que les bluffs passent bien, j'ai pas de setup trop défavorable en value, je suis up environ de 1500$ sur la session, enfin bref, tout roule. Et on peut se demander, pourquoi c'est parti en couille? Pourquoi je suis parti en tilt? Eh bien vous allez voir, la suite arrive très vite. Après quelques minutes d'attente, j'ai As-Roi en début de parole. Je relance à 20$, le cut-off et la grosse blinde call, et c'est des joueurs pour le coup qui sont très calling station, donc je suis très content. C'est des joueurs qui en foutent pas mal partout. En plus de ça, j'ai été assez aggro à la table, j'ai une bonne image, donc je suis assez content, surtout que tombe un flop Roi Valet 7 avec un tirage couleur. Directement, je décide de miser 50$ en value, le joueur au cut-off call, et le joueur en grosse blinde fold. On se retrouve en heads up sur la turn, qui tombe un as qui ouvre le double tirage couleur. Ici c'est juste magnifique parce qu'on fait double paire. Alors certes il y a quelques dames 10 qui rentrent dans sa range, mais c'est pas le cœur de sa range. Il a aussi des doubles paires inférieures, il a pas mal de paires plus tirage. Enfin bref, j'estime que j'ai vraiment pas mal de value ici. Je décide de miser très cher directement, je mise 175$. Assez rapidement il décide de call, et là on serre un peu les fesses parce qu'il y a des rivers qui peuvent être vraiment dégueux. Et au final, sur la river tombe un 9 qui ne rentre aucun tirage couleur.
Ici on pourrait réfléchir au sizing. Les mains qui vont me call, c'est des rois avec un tirage couleur, des as avec un tirage couleur. En fait, ce que je me rends compte ici, c'est que j'ai surtout envie de faire call des mains qui vont pas me croire et qui vont chauffer à call. Et j'ai l'impression en fait qu'en misant en 320$ ou 475, ça va pas changer grand chose, surtout que le mec il a encore 2500$ devant lui. Donc on va pas mal être dans des configurations où c'est est-ce qu'il me croit, est-ce qu'il me croit pas. Et s'il me croit pas, il va taper son call quoi qu'il arrive. Et donc pour maximiser, je décide de partir sur un bet assez cher. Je mise 475$. Il hésite un long moment. Et puis, le début du problème commence. Il ne décide pas de call, il ne décide pas de fold. Il décide de faire tapis pour un total de 2500$. Il me reste 2000$ à rajouter. C'est vraiment un spot de merde. Bon, on va décomposer sa range. Il a potentiellement 16 combos de Dame 10, même si je vais mettre une pondération dessus, parce que pour moi, il va relancer avec une partie des Dame 10 à la turn, et je dirais au moins 50%. Donc au final, il a 8 combos de Dame 10. Et donc j'ai besoin d'avoir la meilleure main 33% du temps pour justifier un call. Il a 8 combos en value, et donc j'ai besoin qu'il ait 4 combos en bluff pour que mon call soit ok. Ce qui est vraiment intéressant dans ce coup, c'est la taille de mise que j'ai fait river. River, j'ai vraiment volontairement voulu polariser ma range. Par polariser, j'entends que j'ai mis une taille de mise qui représente soit une main très très forte, soit un bluff. En réalité, ici, je représente pas vraiment double paire, parce que double paire, c'est une main qui est quand même assez fragile, il y a des quintes, il y a des brelans possibles, et en général, avec une main comme la mienne, les mecs vont plutôt miser 200, 250, aller se faire payer par un maximum de mains. Quand je mise aussi cher river, je représente plutôt Dame 10 ou rien. Et donc si lui, il a une main comme As-Dame, Roi-Dame, et qu'il me croit pas, admettons qu'il se dit, bon, je pense qu'il est en bluff, en fait il peut call. Je vois pas pourquoi il irait s'amuser à me revenir dessus en bluff, alors que la taille de mise est très polarisée et que je représente un bluff ou rien. Je connais pas assez le joueur, je sais pas jusqu'à où il va en termes de réflexion, mais ici j'estime que c'est trop compliqué qu'il trouve 4 combos de bluff. Parce qu'en perçu, j'estime qu'il va pas penser qu'il va réussir à me faire fold mes mains fortes, et pour autant, il bat déjà mes mains faibles avec à peu près tous les combos qu'il a call à la turn. Parce qu'ici, il y a tout qui connecte, il n'y a pas de tirage seul, c'est que des tirages plus paires. Et donc, même si ça fait mal, je décide de faire mon plus beau fold. On perd 700$ sur ce coup, c'est pas de chance. En tout cas, je pense que j'ai vraiment perdu le moins. Et on redescend à 800$ de profit sur la session. Et là, je sens que mon mental, il commence à être un peu affecté. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période, j'étais dans un mauvais état émotionnel. Ça faisait longtemps que je jouais, mais d'un point de vue objectif, quand je relis ça, je joue depuis 4-5 heures, je suis up de 800$ sur la session. C'est plutôt un bon résultat. Mais sauf que de mon point de vue, sur le moment là, j'avais des émotions négatives. Je vous en fais part parce que je pense que c'est intéressant. Il y avait plusieurs choses qui m'impactaient. Déjà la veille, j'avais joué de la 5-10. J'avais joué des vrais pots. Ça jouait plus large, ça jouait comme j'aimais. Et aussi, je voyais qu'il y avait énormément d'argent à faire. Il y avait des mecs qui avaient des stacks de 50 000$ à ma table. J'étais en mode, ouais, il y a de l'argent à faire. Et là, je suis en train de jouer de la 2-5 sur des tables qui sont pas dingues. Et putain, je galère à monter 800 balles, quoi. Et vraiment, pendant cette soirée-là, j'étais en mode, mais est-ce que je break pas le challenge? Est-ce que je vais pas finalement jouer des hautes limites et faire un truc qui me fait kiffer? J'étais un peu en perte de sang, j'avais un peu perdu l'objectif de base de mon challenge, qui est de montrer que c'est possible, de montrer toutes les limites, montrer de A à Z. Et enfin bref, avec tout ce qui est fatigue, tout ce qui est hygiène de vie qui est pas au top en ce moment, j'avais un peu de la pression, de la fatigue accumulée qui faisait que j'étais pas au clair dans mes objectifs. Je savais plus vraiment pourquoi je le faisais. J'étais un peu la tête dans le guidon. Et du coup, j'étais en mode, mais putain, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et aussi, j'avais pas mal de pression de la part des haters. De me dire que, ok, dès que je vais faire une session négative, je sais qu'il y a des mecs qui vont être là pour me taper un peu dessus. Et donc, la communauté poker, quand tu montres tes résultats, quand tu montres ce que tu fais sur les tables, elle est vraiment divisée en deux parties. Il y a les mecs qui se disent, waouh, c'est cool, je vais essayer d'en tirer un maximum. Et t'as les mecs qui sont dans le déni, comme moi je l'étais un peu au début de ma carrière, quoi. De se dire, bah non, le mec il doit juste bien run, c'est pas possible. Il y a des mecs qui disent que je joue contre des adversaires imaginaires, que je joue juste contre Hugo et qu'en fait c'est lui mon adversaire contre qui je gagne tous mes coups. Enfin bref, les mecs vont assez loin. Et malgré le fait que ça soit ridicule, en fait je me suis rendu compte que ça m'a vraiment affecté. Quand je jouais ma session, j'étais un peu en mode, putain qu'est-ce que vont dire les autres? Putain, je dois montrer que mes résultats, je les mérite. Je dois montrer que les 20-30 000 euros que j'ai montés en 1-3, que c'était pas juste du run. Et je me pressais en fait. J'avais envie de faire des grosses sessions, de montrer, regardez, encore j'enchaîne. Et du coup, faire une session à plus 800$, bah ça me mettait pas très bien en fait. J'avais vraiment envie de monter une tonne. Et du coup, je me suis mis de la pression tout seul pour rien.
Ce qui a fait ça, c'est la fatigue accumulée, c'est plein de choses. Et ça fait que j'étais beaucoup plus sensible à l'extérieur, et j'étais beaucoup plus sensible aux critiques, et je me disais, putain, comment je peux monter une tonne? Et je me suis mis une pression monstre alors que je peux juste faire mes sessions tranquillement. À la fin de l'année, même à la fin de 6-7 mois de grind, mes 100 000 €, je les aurais montés quoi qu'il arrive. Et juste respirer, jouer tranquille, prendre du plaisir. Et là, j'étais vraiment dans un truc de prouver, quoi. Je voulais montrer que, regardez, je prends des tonnes. Et vous allez le voir par la suite. Ça m'a un peu cassé le cerveau. Et je me suis dit, putain, si je fais pas une session à plus de K, en fait, c'est un échec. C'est vraiment ça que j'ai eu au fond de moi. C'est de me dire, waouh, vas-y, faut monter des sous. Le challenge, j'ai envie de l'exploser, j'ai envie de montrer aux haters que 100 000 € c'est rien du tout, que je vais les monter en 4 mois. Et genre, je me suis mis une pression que j'avais pas besoin de me mettre, parce que ce challenge, je l'ai fait aussi pour le kiff, pour aller jouer tranquille, pour découvrir aussi Vegas, pour plein de choses, et du coup, c'était pas très intelligent. Mais voilà, je voulais vous en faire part, parce que on peut vraiment voir que quand on est fatigué, on peut avoir des réflexions qui sont complètement décalées, quoi. Enfin bref, après ça, la table casse, et je change de table. J'arrive sur une table avec un mec complètement bourré à ma droite, qui a masse sous, qui a vraiment beaucoup de sous. C'est vraiment une baleine, quoi. C'est les mecs qui ont une tonne de sous, qui déposent une tonne de sous sur la table. Et c'est les profils qu'on a envie d'avoir à notre table, forcément, en tant que joueur de poker. Et malheureusement, le mec distribue à tout le monde, sauf à moi. Dès que je relance pour essayer de l'attraper, je touche pas le flop, je suis obligé d'abandonner. Et ça en boucle. Et je me retrouve que dans des configurations où je perds 20, 30 $ par-ci par-là. Je me fais bouffer mon stack, et au total, en l'espace de 15-20 minutes, je dois perdre 300 $ juste à coup de relance pré-flop, je touche pas le flop, j'abandonne. Vraiment ça en boucle. Arrive une main où j'espère enfin tout lui prendre, j'ai une paire d'as en small blind. Pour mon plus grand plaisir, il relance 20 $ au bouton, je le surrelance à 105 $, il call. On se retrouve en heads up sur un flop roi 3-3. Je décide de miser 100 $ parce que je sais que souvent quand il fait face à une mise, c'est le genre de mec qui balance 700 $, allez hop, couchez-vous. Et donc je décide de miser 100 $. Il commence à préparer ses jetons, il prépare 400, 500, 600, il les met comme ça au-dessus du tapis, et là il fait « Oh en fait non, j'ai envie d'aller dormir, la session m'a assez fatigué », il jette ses cartes. Et genre là je suis anéanti. Je suis anéanti parce que c'est vraiment le spot que j'attendais depuis toute la soirée, et là, je suis pas dans de bonnes conditions. Je me suis fait défoncer mon stack, je suis à 600 $ de bénéfice sur la session. Encore une fois, ce qui d'un point de vue objectif, c'est très bien. Mais dans ma session, dans mes émotions, dans ma fatigue, mon hygiène de vie actuelle, le fait que je fasse beaucoup moins de sport, le fait aussi que j'ai à faire face à des critiques extérieures et que je sois pas forcément habitué à ça. Enfin bref, plein de choses qui viennent et qui s'accumulent, qui font que là maintenant, dans ma session, mon émotion, elle est vraiment très basse. Je joue des tables que je trouve dégueu, il y a Hugo qui est en train de se régaler en 1-3. En même temps, la 5-10, elle était magnifique, j'ai trop hâte d'y retourner. Et bref, je suis pas bien, et arrive le spot décisif. Le spot qui va me faire craquer, le spot où j'ai craqué. J'ai valet 8 au hijack. Je décide de relancer 20 $ pré-flop, ce qui est déjà une erreur catastrophique. C'est pas du tout une relance, c'est juste un fold. Mais voilà, je voulais prendre plus, je voulais faire grossir des pots, je voulais me chauffer. Je décide de relancer 20 $. Cut-off, bouton, small blind et grosse blind call. On arrive à 5 joueurs sur un flop 17-5 avec un tirage couleur. Tout le monde check jusqu'à moi et encore une fois j'en ai honte hein. Mais je décide de miser 60 $, ce qui est une grosse erreur. J'ai envie d'arracher les pots, j'ai envie de gagner tous les pots, j'ai envie de monter des tonnes. Et vraiment là c'est du vrai tilt quoi. Ok, j'ai une gutshot, waouh, super, qu'est-ce qu'on va faire avec une gutshot? On est contre 5 joueurs, il y en aura forcément un qui va call. Ça va être compliqué de bluff, ils peuvent complètement avoir des mains comme 10 et 7, 7-5, 7-7, 5-5, des très bons tirages. Enfin bref, ça mène à rien quoi, ça mène à rien du tout. Tout le monde fold jusqu'à la small blind, qui décide de me relancer à 160 $. On a 2000 $ derrière nous, donc ce que je me dis c'est que je vais pouvoir le bluffer, c'est que si je call, que je touche une quinte, je vais pouvoir lui prendre pas mal. S'il y a un tirage couleur qui rentre, je vais pouvoir transformer en bluff et faire fold des mains comme 7-7, 5-5. Je connais pas le joueur, je sais pas du tout si c'est vrai en fait. Et du coup je me chauffe à arracher potentiellement un coup sur une potentielle turn, alors que je connais même pas le joueur en face en fait, et que limite le mec il a masse sous devant lui, il a l'air assez décontracté, en fait je pense que c'est pas le mec qui joue sa vie quoi, je pense que c'est pas le bon profil à bluff du tout. Bref, je décide de call, ce qui encore une fois est la 3ème erreur dans ce coup. Turn tombe un 4, maintenant j'ai un tirage quinte par les deux bouts, il décide de miser 310 $. Là pour le coup je décide de call parce que je vais pouvoir bluff. En plus de ça j'ai quand même pas mal d'équité, si je touche une nut, je pourrais sûrement lui prendre pas mal. À la limite c'est la seule action que je trouve à peu près ok.
Je call, malheureusement, river, ça tombe un 7, qui ne rentre absolument rien pour moi. Ici, lui, sa range de value, c'était 10-10, 7-7, 5-5, 7-5, 10-7, et ensuite des tirages qui ont manqué. Donc il check. Le problème, c'est qu'ici, il peut complètement avoir 10-7, 7-7, 5-5, qui sont en trap, en fait. Et donc, j'ai pas vraiment d'intérêt à miser genre 1500$ parce que, dans tous les cas, soit il a rien, soit il a une main vraiment forte. Donc je décide de faire une taille de mise intermédiaire, je décide de miser 700$, ce qui pour moi est une grosse erreur parce que je peux très bien miser 350$, ça suffirait en fait à faire folle les tirages qui manquent. Là le 700$ il représente vraiment rien, genre... Parce que quitte à rien représenter, autant perdre le moins possible. Là j'ai mis 700$, ça représente vraiment pas grand chose. Si j'ai une main forte, je veux absolument faire tapis. Si j'ai une main moyenne, genre une paire d'as, une paire de rois, je veux juste checker. Ici, ça n'a pas vraiment de sens ma mise. Théoriquement, c'est soit tapis, soit rien. Et donc, quitte à faire un move exploitant, autant miser le moins cher possible. Je décide de miser 700$. Il hésite. Il dit qu'il a pas une main pour call. Et là, il commence à dire, putain, mon call, il est vraiment horrible. Si je call ça, c'est vraiment un mauvais call. Dans ma tête, je suis en mode call pas, arrête de casser les couilles, fold, va-t'en. Et là, il finit, il me dit, ouais, c'est vraiment un call de merde. Il call. Je retourne ma main. Et il retourne As-3 du tirage couleur. Il m'a payé avec l'auteur As-River. Son call, je le trouve pas du tout mauvais. Parce qu'il y a énormément de tirages qui manquent. En plus de ça, je fais une mise qui représente rien du tout. Si j'ai une main vraiment forte, je fais tapis. Enfin bref, j'ai fait n'importe quoi sur ce coup. J'ai été puni. Voilà ma session. Je trouve ça intéressant à montrer. Quand il se passe ce coup, c'est juste trop flou pour moi niveau émotion. J'ai trop d'émotions négatives. Je pète un peu un câble et je me dis vas-y, je quitte la session. Et je me dis vas-y, je me barre. Je fais même pas de story, je compte même pas mes jetons. Genre vraiment, je me barre, je vais changer les jetons qui me restent et je regarde même pas ce qu'elle me donne. J'ai même pas fait le compte à la fin. Et je pars là-dessus, quoi. Juste dégoûté. En fait, est-ce que je peux m'en vouloir sur le moment même? Pas vraiment. Je peux pas m'en vouloir d'avoir mal joué ou d'avoir eu des émotions sur le moment même, d'avoir tilté. Parce qu'au final, le tilt, je pouvais pas le combattre. Si j'ai tilt, c'est juste que j'avais plus de discipline. C'est juste que j'avais plus d'énergie. C'est juste que j'avais un trop plein d'émotions. Et du coup, je peux pas en vouloir au moi qui a vécu cette émotion et qui a vécu cette soirée. Je peux juste en vouloir au moi des semaines d'avant qui n'a pas assez respecté son hygiène de vie, qui n'a pas assez respecté son sport, qui a peut-être trop travaillé, qui s'est peut-être pas laissé assez de moments de repos, de moments de répit. Et donc c'est une leçon qui est hyper importante pour moi. C'est au final une soirée très importante pour moi en fait, parce que elle m'a montré que autant de discipline j'avais, autant de connaissances poker j'avais. Si je me retrouve dans une situation où il n'y a plus de discipline, il n'y a plus de jus, il y a des émotions négatives, déjà je passe un mauvais moment. Ça on n'en parle pas assez, mais la soirée elle a été très déplaisante. Elle a été très très déplaisante. Et ça je peux pas me faire vivre des soirées comme ça qui sont pas agréables à jouer. C'est pas ça. Si on choisit la vie de joueur de poker, c'est pas pour vivre des soirées nulles où on passe des mauvais moments. Ça dans un premier temps. C'est pour prendre du kiff, c'est pour vraiment s'amuser à la table. Et j'en retiens comme leçon que si je m'amuse pas à la table, bah c'est de la merde. Et si je suis dans un truc où j'ai des mauvaises émotions, bah en fait je dois juste voir comment je peux rendre le truc plus plaisant. Peut-être que c'est pas le moment de jouer, peut-être que j'aurais pas dû jouer ce soir-là. Si je sentais que l'émotion elle était en trop plein, bah peut-être aller faire du sport, aller chill un peu, aller me détendre et réattaquer le lendemain quoi. Donc voilà, j'ai compris que mon corps avait ses limites, que mon cerveau avait ses limites, qu'il me suffisait pas juste de comprendre le jeu et d'être discipliné, que des fois quand ça veut pas, quand t'es à bout, t'es à bout. Au final le dernier check-up c'est juste avant ce coup, j'étais à 600 de bénéfices, j'ai perdu 1200 sur ce coup, donc je dois être à moins 600 sur la session. Allez, on va être un peu méchant parce que je l'ai mérité, on va arrondir à moins 700 sur la session, ça m'apprendra à pas compter. Et donc voilà, on finit sur ce bilan de session. On n'a pas perdu une tonne, mais voilà. Mais un jeu qui était pas qualitatif. Voilà, faites-moi vos retours en commentaire. Je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé, de savoir ce que vous avez pensé de ce genre de vidéo, un peu plus à cœur ouvert, où voilà, je vous explique mes émotions sur le moment, pourquoi j'ai mal joué, etc. Les haters, régalez-vous. Les autres, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très bientôt pour d'autres sessions, qui je l'espère se passeront mieux. Et voilà, de mon côté, après cette session, j'ai pas fait de vidéo, j'ai rien fait. Je suis juste allé me poser, j'ai regardé un petit film, je me suis pris une soirée de détente pour moi-même, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et maintenant, dans mes sessions actuelles, quand je sens que je suis pas très bien, bah voilà, je me laisse juste un jour de repos, et comme ça je réattaque plus fort le lendemain. Voilà les gars, c'est mon partage, c'est ma session, j'espère que vous avez kiffé, et on se retrouve très bientôt. Ciao.